Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Rencontre. Depuis des milliers d'années, l'humanité ne cesse de s'interroger sur l'espace. La Chine a lancé son programme spatial habité en 1992 et grâce à sa stratégie en 3 étapes et au travail acharné des experts, elle a obtenu des résultats remarquables. Le 31 octobre dernier, le module laboratoire Mengtian a été lancé avec succès et s'est amarré à la station spatiale chinoise. Quelle technologie étonnante la station spatiale chinoise utilise-t-elle? Quelles expériences seront menées à bord? Aujourd'hui, pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir par visioconférence Madame Sarina, professeure à l'Université d'aéronautique et d'astronautique de Beijing, Monsieur Ye Weiming, président de l'Association aérospatiale franco-chinoise, et Monsieur Julien Moll, directeur général dans l'aérospatiale. Bonjour à tous les trois. Bonjour. 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 On peut dire que la station spatiale chinoise a été construite à partir de zéro. Et récemment, le module laboratoire Mengtian, troisième et dernier élément majeur de la station spatiale en forme de T, s'y est amarré avec succès. Quels sont pour vous les moments forts de la construction de la station spatiale chinoise? D'abord, Madame Sarina. Oui, effectivement, le laboratoire Mengtian, cette mission est la dernière étape de la construction de la station spatiale chinoise. Donc, toutes les missions jusqu'à maintenant ont été couronnées de succès. Et Mengtian, c'était le 25e mission de vol depuis le lancement du programme spatial habité de la Chine. Donc, ce programme a été lancé en 1992. Et ce programme consiste en 3 phases. Donc, la première phase, c'était envoyer les astronautes dans l'espace, d'effectuer des vols spatiaux à plusieurs jours, à plusieurs personnes. Et c'était Shenzhou 1 à Shenzhou 4 qui ont bien préparé. Et c'était en 2003, le taïkonaute Yang Liwei qui a réalisé le premier vol habité avec Shenzhou 5. Et avec ces expériences précieuses, donc on a réussi à envoyer 3 astronautes avec Shenzhou 6. Donc jusqu'ici, jusqu'alors, la première phase a été réussie. Et cette première phase a pris 10 ans. Et puis, vient ensuite la deuxième phase qui a pris aussi une décennie. C'était une percée dans la technologie clé pour des activités extravéhiculaires. Donc, pour cette deuxième phase, on a réussi à sortir et de maintenir et de réparer des vaisseaux. Et on a aussi réussi à envoyer le laboratoire Tiangong 1, Tiangong 2. Et puis avec les vaisseaux de Shenzhou 7 à Shenzhou 10, on a pu envoyer des astronautes à plusieurs jours, donc ce qui ont marqué la fin de la deuxième phase. Et puis la troisième phase, c'était la construction, l'assemblage et la construction de la station spatiale chinoise. Et avec Mengtian, effectivement, on a pu presque finir la construction, ou bien avec cette forme de la lettre D. La station spatiale chinoise a une durée, on prévoit une durée de vie d'au moins 10 ans. Donc, ce qui permettra à la Chine d'avoir une présence de l'humanité dans l'espace pour une longue durée. Et Monsieur Moll, pour vous, quel est ou quels sont les moments forts? En ce qui me concerne, le moment fort, ça a été quand Madame Wang Yanping est devenue la première femme chinoise à effectuer une sortie dans l'espace pour participer à la construction de la station. Je pense que c'est un moment très fort. Je suis très admiratif de cette taïkonaute. Je pense qu'elle est un modèle pour beaucoup d'enfants dans le monde, et notamment des petites filles qui rêvent de pouvoir accomplir leurs rêves plus tard quand elles seront grandes. Je suis aussi impressionné par la vitesse de construction de la station. Cette station qui est construite en 2 ans, quand il a fallu 10 ans à la station spatiale internationale. Donc on voit les progrès qui ont été faits pour construire plus vite. Même si la station est plus petite, c'est impressionnant pour la vitesse. Chaque module étant connecté au cœur, il n'est pas nécessaire d'utiliser un Space Shuttle.
Et donc, je trouve ça très intéressant de voir cette construction de la station et ces moments forts pour l'humanité. Et pour vous, Monsieur Ye, quelles sont les innovations de la station spatiale chinoise comparées à la station spatiale internationale? Je pense qu'il y a plusieurs points. Donc, les rendez-vous des modules en orbite, donc, manipulation d'amarrage et de tournage de modules après amarrage pour l'assemblage. Donc, développement d'un bras manipulateur à grande échelle et coopérer avec les astronautes extravéhiculaires pour la construction. À part les 4 moteurs de contrôle orbital et 22 moteurs de contrôle d'altitude qui sont couramment utilisés dans la technologie aérospatiale, donc le module central est équipé en outre 4 moteurs de propulsion électrique à effet Hall. Donc les équipements, y compris les commandes de contrôle, les réservoirs du moteur de propulsion électrique Hall, peuvent être maintenus et remplacés par les astronautes en orbite. Et en plus, le système de propulsion du module central Tianhe est entièrement automatisé, donc, qui permet de réaliser un réapprovisionnement entièrement autonome, sans avoir besoin d'intervention de commandement au sol ni de l'assistance de bord. Et encore, donc, les panneaux solaires pour fournir l'énergie à bord sont flexibles et rétractables. On dit plutôt les ailes au lieu de panneaux solaires, au lieu de panneaux comme elles sont flexibles. Et Monsieur Moll, quelles sont les innovations et les technologies qui vous impressionnent le plus? Alors, je pense aussi que c'est intéressant pour les gens qui nous regardent de comprendre. Cette station, elle est un peu plus petite que la station ISS. Elle fait la taille d'un A350, donc c'est une station qui fait 60 tonnes pour 37 mètres de longueur, comparé à une station ISS qui fait 420 tonnes et 109 mètres de longueur. Par contre, comme l'a mentionné le prédécesseur, le système de génération électrique est très intéressant. Parce qu'une station est plus petite, mais avec le même niveau de puissance de génération électrique grâce à ces panneaux solaires flexibles très performants et innovants et qui tournent pour être capables d'optimiser leur rendement et les protéger de la surchauffe du soleil. Donc je pense que ça, c'est une innovation que je trouve très intéressante. Effectivement aussi, le bras robotique capable de se déplacer à l'extérieur de la station pour aller faire des opérations de maintenance, c'est très intéressant, très moderne. Cette capacité que le bras a d'aller partout sur l'extérieur de la station est très impressionnant. Et pour finir, je pense que quelque chose qui est très intéressant, c'est ce télescope Xuntian qui va circuler en orbite autour de la station pour éviter les vibrations liées à la station. Ce télescope, il a un miroir de 2 mètres de diamètre. C'est légèrement plus petit que celui de Hubble, qui était de 2,4. Par contre, il a un champ de vision qui est beaucoup plus grand, 300 fois plus grand que Hubble, et qui va nous permettre d'avoir vraiment de très belles images de l'espace. Ce télescope pourra revenir s'accrocher à la station pour des opérations de maintenance, de réparation ou pour remplacer des instruments. Donc il y a une logique de conception qui permet de réduire les coûts et d'optimiser la durée de cette aventure spatiale que je trouve très intéressante. En général, combien de temps une station spatiale peut-elle rester en service? L'ISS a été prévue pour 15 ans. Elle est en train d'aller sur 20 ans. Il prévoit qu'en 2024, la station sera désorbitée. Et donc à ce moment-là, la station spatiale chinoise sera la seule station encore dans l'espace permettant à l'humanité de faire des exercices en apesanteur. Et donc la station spatiale chinoise est prévue pour 10 ans, mais elle pourrait être allongée grâce à son système modulaire. On peut vraiment imaginer que cette station, si elle a vraiment un succès au niveau des recherches scientifiques, qu'elle puisse être prolongée au-delà des 10 ans. Et d'après vous, en quoi l'exploration spatiale est-elle nécessaire selon vous? Alors, comme le dit si bien Jean-Loup Chrétien, qui est le premier Français à être allé dans l'espace, l'avenir de la Terre passe par l'exploration spatiale. L'exploration spatiale est nécessaire, selon moi, pour les raisons suivantes. L'exploration nous fournit des connaissances sur l'univers. Elle nous permet d'accéder à de nouvelles ressources minérales que l'on n'a pas sur Terre.
Nous pouvons localiser rapidement des dangers potentiels, des météorites par exemple. Notre compréhension de nous-mêmes a augmenté. Et nous ne sommes pas le centre de l'univers. Nous comprenons mieux comment notre planète fonctionne grâce à l'exploration spatiale, et celle-ci est un moyen de stimuler évidemment l'innovation technologique. Vivre sur une autre planète, ça va devenir une nécessité. Hein, si l'humanité continue à se développer comme elle le fait, il faudra aller voir ailleurs. Hein, la Terre est le berceau de l'humanité. On ne peut pas passer sa vie dans un berceau. C'est pas moi qui le dis, c'est Konstantin Tsiolkovsky qui disait ça, et je pense que c'est très juste. La construction de la station spatiale est un jalon important pour le programme spatial chinois, avec l'atterrissage sur la face cachée de la Lune et aussi le rover sur Mars. Donc, je pense que les années à venir vont être passionnantes parce que la course à l'exploration spatiale s'accélère et la Chine y contribue. Je trouve ça formidable. Quelles expériences sont réalisées dans le module laboratoire de la station spatiale chinoise? Les expériences qui sont prévues d'être réalisées dans la station spatiale et qui sont en cours, c'est des expériences qu'on peut faire seulement dans l'espace. C'est ça l'intérêt d'avoir cette station spatiale, c'est de pouvoir faire des choses qu'on ne peut pas faire sur Terre. Et notamment, le comportement des fluides en apesanteur, la cartographie des nuages de poussière ou des nurseries d'étoiles en utilisant de la lumière ultraviolette. L'étude des effets de la microgravité et des rayonnements sur les mutations de l'ADN dans des organoïdes humains, c'est-à-dire des structures biologiques en 3D qui imitent les organes, nos organes. La performance des cellules solaires à l'extérieur de la station chinoise aussi, et l'observation, par exemple, du faible rayonnement associé aux sources d'ondes gravitationnelles. On voit donc des sujets très pointus, mais qui sont absolument importants pour faire avancer la science et aussi pour préparer le futur, la colonisation de la Lune, la colonisation de Mars et puis d'autres planètes. Et d'après vous, quels avantages ces expériences pourront-elles apporter à l'humanité? Ça va permettre à l'humanité de se préparer à améliorer sa vie sur Terre, mais aussi à s'éloigner de la Terre, parce que ces expériences ne peuvent pas être faites sur Terre. On va pouvoir progresser plus vite dans notre compréhension du monde. On va permettre de comprendre les risques à vivre dans l'espace, parce qu'il faut qu'on comprenne comment on peut s'adapter à vivre dans l'espace, comment on peut se protéger des rayonnements cosmiques. On a beaucoup de choses dont on ne sait rien et on ne pourra pas le savoir en restant là où on est, sur Terre. Il faut aller dans l'espace avec des expériences, avec des hommes et des femmes pour aller comprendre comment faire pour devenir une planète capable de vivre sur une espèce capable de vivre sur plusieurs planètes. Pardon. Oui, et je pense que les technologies qu'on a développées pour l'espace, pour la conquête de l'espace, on pourrait les utiliser aussi pour les bénéfices de notre vie à la quotidienne. Par exemple, pour les matériaux, pour la médecine, même pour les baskets qu'on porte avec des coussins à air, tout ça, je pense que tout ça, ça apporte aussi des bénéfices pour le marché civil. Oui, tout à fait. Moi, je suis convaincu que les retombées pour les gens qui n'iront pas vivre sur Mars ou qui n'iront pas vivre sur la Lune seront très importantes. On pense notamment à l'amélioration de la performance des panneaux solaires. Être capable d'avoir des panneaux solaires très performants, c'est indispensable pour être capable de produire de l'électricité sur Terre et d'être capable de produire sans émettre du carbone, qui est un des gros problèmes de notre monde à l'heure actuelle avec le réchauffement climatique. Après leur arrivée dans la station spatiale chinoise, les taïkonautes chinois ont donné des cours, organisé des dialogues. Monsieur Ye, d'après vous, quelle est l'importance de ces activités? Je pense que c'est très important. Outre les avantages pour les scientifiques, donc surtout pour les jeunes, ces cours et les dialogues servent à démontrer et faire connaître les phénomènes magiques des scènes de vie et de travail dans l'environnement d'apesanteur et démontrer les expériences scientifiques très différentes au sol pour les jeunes qui sont passionnés de l'espace, encourager les futurs scientifiques et astronautes. La Chine n'aurait pas pu construire sa station spatiale sans former de nombreux talents
l'Université d'aéronautique et d'astronautique de Beijing, où enseignait Madame Sarina, est justement l'un des principaux lieux de formation. Madame Xia, pouvez-vous partager avec nous les particularités de votre université concernant la formation des talents? Notre université, elle a été créée en 1952. Elle témoigne le développement du métier, des travaux, des réussites du travail de l'espace de Chine. Donc, je voudrais aussi partager une petite histoire. C'était en fait lors du défilé de la cérémonie de fondation du pays. Donc, il y avait seulement 17 avions qui ont pu prendre part du défilé, et dont 7 avions de chasse qui ont été obligés de faire un demi-tour, de faire un deuxième vol, parce qu'il n'y avait pas suffisamment de vols pour cette cérémonie. Donc, on pourrait imaginer, 70 ans après, aujourd'hui, on voit l'essor de ce travail, comment dire, de la conquête spatiale chinoise. Donc, on a tous une fierté de voir ça. Et je voudrais aussi vous citer quelques chiffres. Donc, premier chiffre, c'est 399 et 10 521. Donc, pourquoi ces deux chiffres? Parce que le premier chiffre, 399, c'est le nombre des étudiants inscrits à la création de l'université en 1952. Et aujourd'hui, 10 521, ça c'est le nombre des étudiants inscrits à la rentrée de 2022. Donc, on voit la formation des talents, on voit la formation des ingénieurs aérospatiaux en Chine. Cette augmentation est énorme. Donc, on a vraiment une équipe qui est formée, qui est bien qualifiée pour préparer ses travaux, pour ses recherches dans l'espace. Et le deuxième chiffre, c'est 2 et 38. Pourquoi ces deux chiffres? Parce que le 2, ça veut dire à l'époque, il y avait seulement 2 départements. Donc, il y a un département de l'avion, il y a un département de moteur, c'est tout. Et aujourd'hui, on a déjà 38 départements et ces départements couvrent presque toutes les spécialités, tous les métiers de l'aérospatial, y compris les matériaux, la dynamique des fluides. Par exemple, il y a aussi pour les moteurs, même pour la nourriture dans l'espace. Donc, on voit le développement de tous ces métiers. Je suppose qu'il existe pas mal de coopérations et échanges internationaux. Pouvez-vous nous présenter quelques-uns? Oui, en fait, la coopération, c'est sous différentes formes. Donc, la première forme, c'était d'envoyer nos élèves, nos meilleurs élèves, aller à l'étranger, dans des pays comme la France, comme des pays anglophones, pour avoir une coopération, pour étudier à l'extérieur. Et on a aussi des établissements comme Centrale Pékin. Donc, il existe une centrale Pékin, c'est une coopération de notre université avec le groupe des écoles centrales pour former des ingénieurs généralistes. Donc, ce programme, c'était de faire venir les professeurs qualifiés, faire venir les ressources pédagogiques françaises sur le terrain chinois. Et puis, on partage, on essaie de former des ingénieurs sur place. Donc, ça, c'est la deuxième forme. Et aujourd'hui, à partir de 2016, on a aussi créé un centre régional de formation aux sciences et aux techniques technologiques en Asie et dans le Pacifique. C'était un centre affilié aux Nations Unies. Donc, ce centre, jusqu'à maintenant, on a déjà formé à peu près plus de 300 étudiants master et doctorat des étudiants des pays en développement. Donc, on a aussi développé des programmes de courte durée. Donc, pour ce programme de courte durée, il y avait déjà plus de 1000 participants de plus de 70 pays. Donc, je pense que la station spatiale chinoise, elle est ouverte. Et notre université, la formation, elle est aussi ouverte pour les étudiants du monde entier.
Nous aurons également l'occasion d'écouter l'opinion de passionnés et de jeunes talents de ce domaine à travers des vidéos. La construction de la station spatiale chinoise montre que la Chine a maintenant la capacité d'envoyer et de maintenir en orbite basse une équipe d'astronautes afin d'y réaliser l'expérience scientifique. La Chine fait partie du cercle très fermé des pays qui sont capables d'y arriver. Ces pays sont actuellement la Russie, les États-Unis et la Chine. La Chine est donc une grande puissance du spatial. Pour cela, elle a dû maîtriser toute une série de technologies. Tout d'abord, il y a eu les fusées qui permettent d'envoyer dans l'espace une charge utile, puis l'envoi d'êtres humains, la construction de satellites, puis la construction de modules habitables qui permettent aux astronautes de survivre dans l'espace, et enfin, les technologies de rencontre spatiale qui permettent d'arrimer, c'est-à-dire d'assembler directement dans l'espace, les différents modules entre eux afin de créer une station spatiale. On retrouve notamment le nouveau bras robotique qui sont utilisés au sein de la station spatiale. Ce qui est impressionnant, c'est que la Chine a réussi tous ces progrès en l'espace de 10 ans seulement. À présent que la station spatiale est terminée, les astronautes vont s'atteler à des expériences scientifiques, comme par exemple des expériences de biologie afin de mieux comprendre des maladies sur Terre, ou des expériences sur de nouveaux matériaux impossibles à réaliser sur Terre car ils nécessitent de la microgravité, ou des observations de l'univers. La Chine est d'ores et déjà sollicitée par des pays étrangers afin de réaliser dans le cadre de projets de coopération internationale des expériences au sein de la station spatiale. Malgré ses grands succès, la station spatiale chinoise n'est qu'un jalon dans le projet spatial chinois. Car la Chine vise déjà au-delà de l'orbite basse, notamment la Lune d'ici une dizaine d'années, et Mars à plus long terme. Mon attachement au vol spatial habité de la Chine a germé en 2003, lorsque Yang Liwei a été envoyé dans l'espace en tant que premier astronaute chinois. J'étais une enfant à ce moment-là. Pour moi, quitter la Terre semblait être un conte de fées. Mais je n'ai compris que plus tard que ce conte de fées s'est réalisé dans mon pays. Le moment le plus impressionnant a été la première sortie chinoise dans l'espace en septembre 2008. C'était un moment tellement excitant de voir la porte s'ouvrir et notre astronaute en sortir. C'était impressionnant de voir comment la Chine était partie de zéro pour construire notre propre station spatiale en seulement 20 ans. En tant qu'ingénieur travaillant dans le domaine aéronautique, je peux imaginer quelle est la difficulté extrême qu'ils ont rencontrée. Je respecte tous les ingénieurs et scientifiques qui ont participé au projet. En tant qu'étudiant d'ingénieur en double diplôme de l'Université d'aéronautique et d'astronautique de Pékin et de l'ISAE Subaero de France, une école également spécialisée en aérospatial, je me sens profondément charmé par le domaine aérospatial pendant mes études en Chine et en France. Les deux écoles ont chacune leurs spécialités, mais aussi partagent des caractéristiques communes pour la formation d'ingénieurs. Ces expériences d'études m'ont apporté une mine de connaissances et une grande motivation dans le domaine aérospatial. Je me souviens toujours du jour où j'ai visité la Cité de l'Espace à Toulouse. J'ai observé sur place de très près la fusée Ariane 5, le lanceur lourd de l'Agence spatiale européenne, et aussi la première station spatiale permettant l'exploitation spatiale habitée à long terme au nom de Mir. À Subaero, il y a aussi une ambiance forte sur la recherche scientifique en aérospatial. L'astronaute français Thomas Pesquet, notre célèbre alumni, qui est le symbole de la dynamique spatiale européenne et de la collaboration internationale pour la conquête de l'espace, l'année dernière, il nous a même appelés depuis l'ISS dans le cadre de sa mission Alpha. Il a également joué du saxophone avec notre club de fanfare de Subaero. C'était un moment plein d'émotions, de rires, d'anecdotes et de conseils. En bref, j'ai bénéficié beaucoup d'avantages grâce à la coopération de la formation d'ingénieurs entre la Chine et la France. Depuis le lancement de son programme spatial habité, la Chine a toujours adhéré
aux principes de développement commun et a même signé des accords de coopération avec plusieurs agences et organisations spatiales. Et des projets impliquant 17 pays et 23 entités ont été sélectionnés pour faire partie du premier lot d'expériences qui seront réalisées dans la station spatiale chinoise. Monsieur Ye, d'après vous, pourquoi poursuivre la coopération internationale et le développement commun? La coopération internationale dans l'exploitation spatiale répond à l'initiative Global Share Space des Nations Unies. Donc, comme la Chine est un pays membre de conseil permanent, donc, les coopérations sont multiples. Donc, la participation de plusieurs pays avec ou sans la Chine dans le domaine des expériences scientifiques est également très large. Les coopérations donc incluant les suivis des expériences déjà réalisées au bord de Tiangong 2, par exemple. Et Monsieur Moll, d'après vous, quel type de coopération sera mise en place, par exemple avec la France? Ce que j'ai mentionné tout à l'heure, dans le domaine des effets de la gravité et du rayonnement sur l'ADN. Donc c'est une étude qui est, je ne sais pas si c'est avec la France, mais c'est avec l'Europe et la Chine. Donc il y a un objectif d'étudier ce phénomène-là pour prévoir l'impact des voyages et de la vie dans l'espace sur l'être humain. Je sais que l'Europe est en train de coopérer avec la Chine avec cet objectif. Ce niveau de coopération pourrait servir d'outil à partir duquel le monde pourrait apprendre et imiter, par exemple, pour lutter contre le réchauffement climatique ou œuvrer à la paix sur Terre. Je pense que l'espace fait rêver et l'espace peut être un moyen de trouver des solutions à des problèmes très compliqués où il faut qu'on soit tous ensemble pour y arriver. Et Madame Zarina, selon vous, jusqu'où l'humanité ira-t-elle en matière d'exploration spatiale? L'important, c'est de ne pas cesser de rêver. Quand j'étais jeune, donc j'ai lu Jules Verne. Donc, au 19e siècle, il a imaginé le premier vol habité dans son roman De la Terre à la Lune. Et puis, on voit un siècle plus tard, dans la mission Apollo 11, l'humanité a posé le pied sur la Lune. Donc, on voit des similitudes surprenantes entre le roman de Jules Verne et la mission de Apollo 11. Et aujourd'hui, on a des astronautes qui nous donnent des leçons, qui font des démonstrations, qui font des expériences dans l'espace et qui pourraient nous donner des cours en direct. Je pense que tout ça, ça donne envie à nos jeunes générations de continuer dans cette voie, d'aller plus loin dans l'espace. Qui nous montre aussi tout est possible. Oui. Quand on voit la rapidité du développement de l'humanité dans le domaine de l'aéronautique, la capacité de voler, ce n'est pas quelque chose qui existe que les êtres humains ont depuis très longtemps. On a fait des progrès gigantesques entre les premiers aéronefs, les premières montgolfières, et maintenant notre capacité d'aller dans l'espace. Ça a été très très rapide. Moi, j'ai de grands espoirs qu'on continue à progresser avec les progrès de la science, à aller plus loin. Mes attentes, c'est qu'on vise un point d'arrivée qui soit un endroit où on a envie d'aller, parce que je pense que ça va motiver beaucoup plus l'humanité si on visait des exoplanètes où on sait que la vie est possible, où on sait qu'il y a de l'eau. Et je pense qu'à partir du moment où on aura un point en ligne de mire où on veut aller coloniser, ça va accélérer les efforts de l'humanité pour arriver sur cette deuxième planète. À l'heure actuelle, la Lune ne fait pas rêver les gens. Personne n'a vraiment envie d'habiter sur la Lune, à part les spationautes, les taïkonautes. Et Mars n'est pas très habitable en l'état actuel. Donc il va falloir, pour motiver l'humanité, il va falloir trouver des endroits où on peut amener l'humanité, des endroits qui vont donner envie aux gens de partir, comme il y a des années, on montait dans un bateau pour aller sur un autre continent. Et je pense qu'il va falloir pousser le rêve avec une planète en vue. Je vous remercie d'avoir participé à cette émission et d'avoir partagé avec nous vos points de vue et vos histoires très intéressantes. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci. Si, Au revoir. Célimène. Voilà, c'est la fin de cette émission Rencontre. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine.